Nassimbe Eyadema était un géant, une véritable force de la nature. Pour certains, Eyadema c'était même un demi-dieu. Dans un sursaut nationaliste à réhabiliter coutumes et traditions et forger la gloire et le bonheur des peuples. Oui, mon général, c'est vous cet apôtre, Eyadema, l'apôtre des mœurs, le réconciliateur du passé et du présent, le père de toutes les générations, le père de l'identité culturelle togolaise. Mais si beaucoup de Togolais croyaient qu'il était quasiment immortel, c'était surtout à cause de ça, le crash de Sarkawa. Ce qui va encore renforcer la mythologie du chef et tétaniser pour longtemps ses adversaires est l'incroyable série d'accidents et d'attentats auxquels le général va échapper. Le plus spectaculaire d'entre eux a lieu le 24 janvier 1974. Ce jour-là, il monte à bord de son DC-3 pour rejoindre Kara, la préfecture du Nord. À l'approche de la piste, au-dessus de Sarakawa, l'avion perd de l'altitude et s'écrase pour des raisons demeurées obscures. Mais au-delà de tout ça, Eyadema, c'est aussi le destin d'un homme qui va passer de lieutenant à chef d'état-major en l'espace de 4 ans. Pourtant, le régime de Nassimbe Eyadema, c'est également de nombreux coups de force. L'assassinat de Tovio Amorin en est l'exemple flagrant. C'est donc tout cela que nous allons tenter de voir aujourd'hui. Les côtés sombres du régime d'Eyadema, ce qui a fait sa force durant les 38 ans de son règne. Et nous allons également voir la prise de pouvoir d'Eyadema. Avant de commencer la vidéo, j'ai pas mal d'abonnés togolais qui m'ont demandé de faire cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à la partager au maximum autour de vous. Sur ce, asseyez-vous parce que Biazia Soum. Le 27 avril 1960, le Togo va devenir un pays indépendant sous la direction de Sylvanus Olympio. Sylvanus Olympio, c'est un nationaliste qui a énormément de projets pour son pays. Mais au-delà de l'indépendance sur les papiers, Sylvanus Olympio veut également une indépendance politique et économique. Mais ce ne sera pas de tout repos pour lui parce que dès les premiers jours de l'indépendance, les tensions internes et externes vont commencer à fragiliser son régime. Sylvanus Olympio doit faire face avec des ultranationalistes qui veulent réintégrer le Togoland, c'est-à-dire la partie anglophone qui a été rattachée au Ghana, au nouveau Togo. Ces mêmes nationalistes lui demandent de rompre le cordon ombilical avec la France. De l'autre côté, il doit également faire face au réseau France-africain parce que la France veut maintenir son influence sur le Togo. Et malgré tous les obstacles-là, Sylvanus Olympio décide de s'affranchir du franc CFA et il veut créer alors sa propre monnaie qui sera arrimée au Deutschmark allemand. Et vous vous doutez certainement que le projet ne plaît pas du côté de Paris. Et c'est donc comme ça que les relations vont se tendre avec la métropole. Mais ce n'est pas tout parce que Sylvanus Olympio veut également limiter l'influence française à travers l'armée. Et c'est donc comme ça qu'il va refuser de rattacher certains militaires togolais qui ont combattu avec la France durant la guerre d'Algérie. Pour lui, c'est clair, ces militaires vont rester fidèles aux intérêts français. Et parmi les militaires à qui il refuse l'entrée dans l'armée togolaise, il y a un jeune homme qui s'appelle Nassimbe Eyadema. Et cet homme va jouer un rôle crucial pour la suite de l'histoire du Togo. Le groupe de soldats sera donc crucial de ne pas pouvoir intégrer l'armée. Et c'est donc comme ça que la France va se servir d'eux pour renverser Sylvanus Olympio. Et dans la nuit du 12 au 13 janvier 1963, ces soldats attaquent la résidence du président Sylvanus Olympio. Sylvanus Olympio essaie de cacher sa famille et essaie de s'enfuir vers l'ambassade américaine. Mais à l'aube, il est rattrapé par les militaires qui étaient venus faire le putsch chez lui. Ces derniers vont l'abattre et c'est Nassimbe Eyadema qui va revendiquer l'assassinat de Sylvanus Olympio. Eyadema va clairement avouer publiquement que c'est lui qui a assassiné le président togolais. La France sera bien entendu pointée du doigt, mais les États-Unis aussi. De nombreuses théories vont donc circuler sur la mort de Sylvanus Olympio, mais la vérité n'aura jamais été établie. Et si je ne rentre pas trop en profondeur sur le cas de Sylvanus Olympio, c'est parce que je préfère en faire une vidéo à proprement parler, où je pourrais détailler et essayer de mettre la lumière sur toutes les hypothèses. Dès la mort de Sylvanus Olympio, les militaires qui ont fait le coup d'état vont remettre le pouvoir à Nicolas Gruninski. Pour ceux qui ne connaissent pas, Nicolas Gruninski, c'est le beau-frère de Sylvanus Olympio. Ils sont rivaux dans la vie politique et dans la vie de tous les jours, ils ne sont même pas amis parce que tous les opposent. Sylvanus Olympio, il est plutôt du style patriote, alors que son beau-frère se l'opposait. C'est le genre de dirigeant soumis à la France. Et quand les militaires vont remettre le pouvoir à Gruninski, bien entendu, la France sera toute heureuse de voir ça. Certes, celui qui prend le pouvoir à ce moment, c'est Nicolas Gruninski, mais la période de gouvernance de Nicolas Gruninski va également être synonyme de l'ascension de Eyadema. Parce qu'en 1967, soit 4 ans après le coup d'état, il sera propulsé général, alors qu'il était juste officier à la base. Durant la présidence de Nicolas Gruninski, il y aura beaucoup d'instabilité dans le paysage politique togolais. Il y aura notamment une lutte de pouvoir entre Antoine Mehachi, qui était premier ministre, et Nicolas Gruninski. En fait, les deux étaient censés se partager le pouvoir, mais ils vont
vont avoir du mal à diriger. Ils vont limite se marcher dessus. Nicolas Gruninsky aura donc du mal à apaiser les tensions politiques et c'est dans ce contexte-là que Gnassingbé Eyadema, soutenu par l'armée, va orchestrer un deuxième coup d'État. Le 13 janvier 1967, Gnassingbé Eyadema orchestre un coup d'État et accuse Nicolas Gruninsky et Antoine Meachi de plonger le pays dans le chaos. Dès qu'il prend le pouvoir, Eyadema dissout toutes les institutions politiques. L'Assemblée nationale, par exemple, sera dissoute et il va également suspendre toutes les activités politiques. Il va donc inviter le peuple et l'ensemble de la classe politique à faire une transition. Pourtant, quelques mois plus tard, il s'octroie tous les pouvoirs, s'autoproclame président de la République. Il instaure alors un régime militaire autoritaire. Quand Eyadema prend le pouvoir, beaucoup se disent que c'est juste pour une période de transition. Mais sauf que la vérité est bien loin parce qu'il passera 38 ans au pouvoir. Et lorsqu'il prend le pouvoir, Eyadema se présente comme un sauveur et le peuple voit en lui quelqu'un qui va remettre le pays sur de bonnes rails. Déjà, c'est une lueur d'espoir parce que le pays était plongé dans le chaos. Et même à la radio, il annonce qu'il va prendre le pouvoir de manière temporaire et qu'il va le rendre à un moment donné. Juste le temps d'organiser des élections démocratiques. Il va mettre en place un comité de réconciliation nationale dirigé par le colonel Kléber Dadjo qui sera en charge de préparer la transition politique, enfin la transition qui va mener vers les élections démocratiques. Le comité est censé travailler pendant 3 mois histoire de remettre le pays sur de bons rails et d'assurer un retour à la vie politique normale. Eyadema instaure des mesures d'urgence. Fait important, il consolide son pouvoir auprès de l'armée. Et je sais que je ne l'ai pas encore dit, l'armée est l'un des piliers du gouvernement de Gnassingbé Eyadema. Parallèlement, il commence à éliminer toute opposition. Il suspend par exemple les partis politiques et il instaure le parti unique. Et il va clairement dire que les divisions idéologiques sont le fruit des conflits passé avec le gouvernement de Gruninsky. Mais bon, la promesse d'une transition démocratique va clairement voler en éclats. Et Eyadema va dissoudre le comité de réconciliation. Il va mettre fin à l'intérim dirigé par Kléber Dadjo. Il va clairement prendre le pouvoir lui-même et là, il va devenir l'un des tout premiers militaires à prendre le pouvoir sans transition civile en Afrique. Et Eyadema va clairement concentrer le pouvoir entre ses mains. Il va instaurer le culte de la personnalité. Il va se présenter également comme le père de la nation. Il va commencer la répression des opposants qui vont en réalité symboliser la gouvernance autoritaire de ces 38 ans de pouvoir. Et Eyadema, c'est pas que ça, mais Gnassingbé Eyadema va également réussir à se construire un mythe auprès de l'opinion nationale. Le 24 janvier 1974, l'avion présidentiel qui transportait le président Gnassingbé Eyadema va s'écraser dans la localité de Sarkawa. Alors que l'appareil survole le nord du pays, il va s'écraser brutalement. Mais c'est pas tout. Plusieurs passagers vont trouver la mort et d'autres seront gravement blessés. Mais contre toute attente, le président Eyadema va s'en sortir indemne avec quelques petites blessures. Tout de suite, son régime va attribuer ce miracle, appelons-le ainsi, à une intervention divine. Ce qui va renforcer l'image de Eyadema comme étant un homme invincible prédestiné à diriger le Togo. Selon les autorités du pays, l'accident est dû à des sabotages des pays extérieurs qui veulent profiter du Togo et qui ont voulu assassiner le président de la République parce qu'il a voulu nationaliser les mines de phosphate, une ressource en réalité stratégique pour l'économie du pays. Et c'est là que la propagande va commencer. Les puissances internationales ont voulu tuer Eyadema, mais ils n'ont pas pu parce qu'il était protégé par les dieux. Et ça va renforcer l'image du dirigeant qui, malgré les attaques extérieures, doit diriger le pays parce que Dieu veut que ce soit lui qui dirige le pays. En fait, ce discours permet au régime de faire une énorme propagande. Mais en réalité, on ne pourra jamais savoir si l'accident était dû à une erreur humaine ou à une attaque extérieure parce qu'il n'y aura jamais de véritable enquête qui sera dévoilée au peuple togolais. Et même les survivants de l'accident vont souvent être amenés à témoigner de ce qu'ils appellent être un miracle. À 15h35, se profila à l'horizon le DC-3 présidentiel. L'avion prit alors un long virage qui devait finir, hélas, dans un bruit fracassant. Le chauffeur du président ne trouva que des cadavres et des blessés. N'ayant pas vu le chef de l'État, crut qu'il avait péri sous les décombres. Il nous arrêta à mi-chemin et nous dit en levant les bras vers le ciel: le patron est mort. Et nous avons repris notre course désespérée jusqu'à l'épave où nous devons découvrir l'horreur de la catastrophe. Les uns étaient déchiquetés, les autres blessés, d'autres encore déliraient avant de rendre l'âme. Le cœur serré, les yeux en larmes, nous fouillons désespérément dans l'amas de ferraille. Où est-il? Où pouvait-il être? Mais
le président était introuvable. Quand soudain, il apparut parmi nous avec ses habits déchirés et tout couverts de sang. « Pourquoi pleurez-vous » nous demanda-t-il. « Mon général, faut-il vous amener à l'hôpital ?»« Non, répondit-il. Je vais à Pia et non à l'hôpital. » Et cet événement-là sera même commémoré chaque année. Et ils vont même aller jusqu'à appeler ça le renouveau national. Une journée dédiée à glorifier le règne d'Eyadema, symbolisé par sa survie à un crash d'avion. Si ce crash d'avion consolide l'image de Eyadema au sein de son régime, et même au sein du pays, à l'extérieur, c'est autre chose, parce que les contestations de l'opposition vont commencer à grimper. En 1975, Gnassingbé Eyadema sera donc confronté à l'un des premiers complots visant à le renverser. Cette tentative de coup d'État, si on peut l'appeler comme ça, émane en réalité de l'armée. En fait, dans l'armée, plusieurs soldats n'arrivent pas à comprendre pourquoi le pouvoir est autant centralisé et pourquoi Eyadema accorde autant d'importance aux soldats de sa région, c'est-à-dire la région de Kara. Ce qui est vrai parce que Eyadema, à cette époque, faisait énormément confiance aux militaires issus de sa région. Et ça va donc créer une forme de mécontentement au sein des autres militaires qui vont donc essayer de renverser Eyadema. Le plan, bien que mal préparé, visait à exploiter une supposée désorganisation au sein de l'appareil d'État pour déstabiliser le régime. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, les militaires étaient tellement loyaux envers lui que facilement ils vont réussir à déjouer le coup. Et ce, bien avant qu'il ne prenne de l'ampleur. Plusieurs militaires qui sont soupçonnés sont arrêtés et une vague d'arrestations se met donc en place. Et ça va avoir un impact sur le régime. Et Eyadema va encore promouvoir plusieurs de ses fidèles à des postes stratégiques au sein de l'armée, ce qui va naturellement réduire les risques de contestation en interne. En 1986, il y aura une tentative de coup d'État bien plus spectaculaire que celle de 1975. En fait, la tentative de coup d'État de 1986 sera orchestrée depuis le Ghana, dirigé à cette époque par Jerry Rawlings. De nombreux opposants togolais, bien aidés par des mercenaires étrangers, vont se mettre à attaquer Lomé durant la nuit. Ils vont donc prendre pour cible les bâtiments administratifs stratégiques du régime et ils vont également attaquer des installations militaires. Cette tentative de coup d'État survient dans une période assez particulière. Il y a le parti unique, l'opposition gronde et Eyadema ne leur laisse pas de place pour respirer, ni pour exister même. Et c'est donc comme ça que beaucoup de ces opposants-là exilés au Ghana ont décidé de faire un coup d'État. Dès le début du coup d'État, Eyadema accuse ouvertement Jerry Rawlings, sachant que les deux, c'est vraiment deux personnalités opposées. Mais bon, Jerry Rawlings va clairement démentir son implication dans ce coup d'État. Et très vite, la tentative de coup d'État va être réprimée par les hommes d'Eyadema, bien aidés par les soldats français. Bien entendu, Eyadema va utiliser cette tentative de coup d'État pour renforcer son régime. Il va dire que c'est encore les ennemis de l'extérieur qui veulent nous renverser. Vous vous souvenez du crash de Sarkawa, où il avait également dit la même chose. Ce sont des ennemis de l'extérieur qui veulent renverser le régime. Pour vous dire à quel point l'armée est fidèle à Eyadema, regardez un peu. Tentative de coup d'État à l'intérieur du pays, déjouée avec facilité. Tentative de coup d'État à l'extérieur du pays, déjouée avec facilité. Après cette tentative de coup d'État, une répression va s'abattre sur certains commandos et même certains civils vont écoper. Ce coup d'État manqué là, il va vraiment faire mal à Eyadema parce qu'il va énormément durcir le régime. Mais plus pour longtemps parce qu'on est en 1986. 4 ans plus tard, François Mitterrand va déclarer son discours de la Baule. Et vous savez que le discours de la Baule, ça ne va pas plaire à Eyadema. On a vu avec ma vidéo sur le Congo comment Denis Sassou Nguesso a réussi à perdre le pouvoir à cause des mouvements politiques et des bouleversements politiques de 1990. En 1990, vous savez, François Mitterrand invite les chefs d'État africains. Il leur explique qu'il veut une ouverture démocratique et en gros qu'il n'accorderait plus d'aide aux pays africains qui ne vont pas aller vers une ouverture démocratique. Et ça, je peux vous le dire, Eyadema va le prendre très mal. En 1991, le Togo va vraiment se bousculer. De nombreuses grèves, une grève même générale va bousculer le pays. Et ces grèves seront suivies de nombreuses manifestations, ce qui va pousser Eyadema à ouvrir une conférence nationale. En fait, pour avoir un peu vu les conférences nationales au Congo, au Gabon, la conférence tripartite au Cameroun, en fait, dans plusieurs pays, celle du Togo était particulière. Les opposants togolais vont énormément vers un pressing constant au régime d'Eyadema. Ils vont limite presque envoyer Eyadema à la retraite avant l'heure. En fait, dès l'ouverture de la conférence nationale, on essaie au plus vite de réduire les pouvoirs d'Eyadema. Et ce, avec
quoi? Avec la création du Haut Conseil de la République qui sera chargé de faire un peu la transition vers le nouveau régime. Petit à petit, on va essayer de réduire les pouvoirs de Eyadema, mais de l'autre côté, Eyadema a l'armée et il va, grâce à l'armée, réussir à reprendre le pouvoir petit à petit, mais pas de manière démocratique, mais avec des petits coups de force. Et malgré une conférence nationale bien débattue par les opposants togolais, Eyadema a réussi à reprendre la quasi-totalité de ses pouvoirs, et ce, grâce à l'armée. Le 23 janvier 1992, Tavio Ayao Tobias Amorin, figure montante de l'opposition, véritable anti-Eyadema, leader du parti PSP, Parti socialiste des panafricains, sera victime malheureusement d'un attentat qui lui sera fatal. Mais malheureusement, la mort de Tavio Amorin survient dans une période où le pays avait vraiment besoin de lui. C'était une période de forte instabilité politique. Et des hommes comme lui, l'opposition togolaise en avait réellement besoin. La veille de son assassinat, Tavio Amorin va participer à une émission radio qu'on appelle Radio Lomé. Et durant cette émission, il montre clairement son opposition aux modifications de la nouvelle constitution qui interdirait à Eyadema de se présenter à une nouvelle élection présidentielle. En fait, sur ce plateau, il s'oppose clairement, il ne veut pas en entendre parler. Pour lui, ça n'a pas de sens que lors d'une prochaine élection présidentielle, quelqu'un qui a dirigé le pays avec la force durant plusieurs années arrive à se représenter. Pour lui, ça n'a pas de sens. Et sa déclaration va lui faire gagner en popularité. Mais malheureusement, c'est également ces déclarations-là qui vont causer sa mort. Le régime d'Eyadema voit en lui une menace sérieuse. Et le lendemain, vers 21 h, il est attaqué par un commando qui va tirer sur lui. En fait, c'est dans le quartier de Tourcoing-Bonvier que des militaires armés vont littéralement ouvrir le feu sur lui. Malheureusement pour les militaires, il ne meurt pas sur le coup. Il est transféré d'urgence vers la France où on essaie un peu de le sauver. En fait, j'oublie de le préciser parce qu'on a l'impression que tout se passe le même soir. C'est 4 jours après qu'il est obligé de sortir du pays pour se faire soigner en France. Une fois arrivé à Paris, il y a encore des faits surprenants, des témoignages surprenants qui vont survenir. Des témoins vont également encore affirmer que durant son transport, des gens ont encore essayé de l'assassiner. C'est pour vous dire à quel point cet homme-là dérangeait énormément. Quand on envoie des militaires tirer sur quelqu'un, on arrive à le toucher et que derrière, on envoie des saboteurs pour le tuer durant son transport, c'est que vraiment, franchement, cette personne dérange énormément le régime. Enfin, pas le régime, mais les personnes qui voulaient le tuer. Mais vous savez, on est toujours dans la période dite de transition. L'assassinat de Tavio Amorin, c'est l'un des coups de force du régime, mais c'est pas le seul. Le 5 mai 1992, c'est le leader de l'opposition qui va être victime d'un attentat, Gilles Chris Olympio. Lui, bien entendu, c'est le fils de Sylvanus Olympio. Et ce dernier va échapper de justesse à une tentative d'assassinat. Le 5 mai 1992, il est en route pour un meeting au nord du pays avec sa délégation de l'UFC, l'Union des Forces du Changement. Mais tout à coup, le convoi de Gilles Chris Olympio est pris en embuscade entre Bafilo et Sodou. Un véhicule explose et les tirs commencent à surgir de partout. Les militaires cachés dans la forêt commencent à tirer sur le convoi. Malgré qu'il y avait des blessés, le chauffeur parvient à s'échapper avec Olympio et d'autres membres du convoi. Et ce, malgré des pneus crevés. Heureusement pour eux, ils arrivent à trouver refuge dans le village de Sodou. L'événement survient dans un contexte particulier puisque Sylvanus Olympio arrive à mobiliser des foules impressionnantes dans toutes ses tournées et ce, même dans des lieux dits acquises à la cause du régime d'Eyadema. Et même si le gouvernement d'Eyadema va démentir toute implication lors de cet attentat, de nombreux témoins vont dire avoir vu des militaires de l'armée dans la zone. Et là, le régime d'Eyadema va avoir un peu l'étiquette du régime qui veut éliminer tous ses opposants. Avant de finir, je pense que ce serait mieux qu'on revienne un peu à la fin de la transition politique au Togo. En novembre 1991, un événement va symboliser la fin de la transition politique. Des soldats proches d'Eyadema vont prendre en otage le premier ministre chargé de diriger la transition politique. En effet, Joseph Kofigo sera pris en otage et sera bien évidemment forcé à dissoudre l'HCR. L'HCR, n'oubliez pas, le Haut Conseil de Réconciliation. S'ils font le coup d'État, c'est certes pour remettre le pouvoir à Eyadema, mais c'est surtout parce qu'ils constatent que leurs privilèges seront considérablement réduits avec la nouvelle constitution. Et dès cet instant, quasiment toutes les réformes qui avaient été obtenues durant la conférence nationale sont limite annulées. La répression s'intensifie en janvier 1993 après une série de manifestations pacifiques réclamant des élections transparentes et démocratiques, mais surtout une véritable ouverture politique. Le régime d'Eyadema va réagir avec la plus grande des violences pour réprimer ces manifestations pourtant pacifiques. Les forces de sécurité du pouvoir tirent sur des manifestations et faisant ainsi une dizaine de morts. Et figurez-vous que cette répression va inciter des milliers de Togolais à fuir le pays. L'opposition qui sera affaiblie avec l'attentat puis la mort de
Tavio Amorin aura du mal à s'organiser par la suite et ne va même pas parvenir à se mobiliser pour affronter Eyadema lors d'une élection. Et malgré des sanctions et des pressions internationales, Gnassingbé Eyadema organise des élections en août 1993. Pour l'opposition, cette élection est une véritable farce et l'opposition dénonce de nombreuses irrégularités. Bien évidemment, Gnassingbé Eyadema remporte ces élections et conserve le pouvoir avec l'aide de l'armée et surtout l'aide de ses alliés internationaux. Les années qui vont suivre seront caractérisées par une grosse vague de violence et une véritable répression de l'opposition. En avril 91, on a repêché dans la lagune de Bé une vingtaine de cadavres. Tuerie organisée par les militaires, affirme l'opposition. Mise en scène avec des corps prélevés à la morgue, répond la police. Un an après les élections de juin 98, une nouvelle affaire éclate. Amnesty International accuse l'armée d'avoir massacré des centaines de prisonniers politiques et d'avoir largué leurs corps au-dessus de la mer. La période 90-93, c'était le moment pour l'opposition de faire tomber Eyadema, chose qui n'arrivera pas. En fait, après les élections de 93, beaucoup avaient compris que ce sera la mort qui va enlever Eyadema au pouvoir. Et effectivement, c'est ce qui va se passer, parce qu'en 2005, Eyadema décède et la guerre de succession sera terrible. C'est pour ça que je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo sur la succession d'Eyadema. J'ai préféré faire en plusieurs parties parce que je voulais vous faire une petite partie où je présente juste le régime d'Eyadema. Je me suis dit pourquoi pas faire un peu plus en profondeur pour vous expliquer le régime, comment il a pris le pouvoir, comment il dirigeait, quels sont les moments marquants de son régime. Et après maintenant que vous aurez su ça, on parlera de la succession. Rendez-vous la semaine prochaine pour la vidéo sur la succession d'Eyadema. Sur ce, prenez soin de vous. Au revoir.